Et il va camper dans ses positions. Un menteur, c'est celui qui fait comment? Vu la façon dont le monsieur a expliqué, je crois que c'est pas un menteur, mais c'est une ruse, au fait, une ruse douce pour atteindre. Un menteur, c'est celui qui fait comment? Non, c'est le diplomate est rusé. La vérité intéresse qui? Pourquoi est-ce qu'il devrait dire la vérité? Pourquoi est-ce qu'il devrait mentir? Pourquoi est-ce qu'il devrait dire la vérité? La vérité comme le mensonge, ça n'intéresse personne. En diplomatie, la vérité comme le mensonge, ça n'intéresse personne. Ce sont les termes qu'on ne connaît pas. Les termes qu'on connaît, c'est la stratégie. Il faut être stratège pour atteindre ses objectifs. La vérité comme le mensonge, ça dépend des points de vue. Il y en a vraiment qui... Ça dépend de l'angle. Il y a un film là, une série qui s'appelle House of Cards, qui parle beaucoup de diplomatie. Je veux l'écriture. Qui parle de... En fait, ça parle de la conquête du pouvoir. L'écriture, c'est House of Cards. House of Cards. Un house. Comme maison en anglais. House of. C-A-R-D. Un card. C'est... I go to see. Oui, j'ai parlé l'anglais quand même. Non, bon, il y a les versions en français. Si vous cherchez, on va vous C'est en anglais. C'est une série américaine. C'est normal que l'original soit en anglais, non? Mais il y a des versions traduites que vous allez... Moi, c'est les mots seulement, je veux. Ça parle de la conquête du pouvoir. Et à l'intérieur, ça vous dit ce qu'un homme politique est prêt à faire pour avoir le pouvoir. Comme Game of Thrones. C'est différent de Game of Thrones parce que dans Game of Thrones, ça parle de pouvoir, mais à une époque qui n'est pas trop celle moderne. C'est pour ça que dans Game of Thrones, c'est pas la guerre qu'on obtient le pouvoir. Bon, la guerre et la ruse, mais aujourd'hui, ce n'est pas la guerre. Mais il y a aussi le film La Scandale, qui était très intéressant aussi. Bon, j'ai pas regardé ça. C'est très intéressant. Il faut surtout regarder House of Cards. Des sénateurs et autres. Dans House of Cards, la particularité, c'est que ça parle d'un homme qui veut le pouvoir. Et il est marié à une femme qui veut aussi le pouvoir. Ce n'est pas que c'est un... C'est pas que c'est... Non, personne ne cache à l'autre. Ouais. En fait, la femme se retrouve dans le pouvoir grâce à l'homme, parce que l'homme se retrouve coincé par tout ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir. Il se rend compte qu'il a bien laissé le pouvoir. Mais sauf qu'il a encore une petite possibilité de choisir à qui il peut laisser ce pouvoir. Il ne veut pas laisser ça à sa femme. Et il va choisir sa femme. C'est comme ça que sa femme se retrouve dans le jeu du pouvoir. Et sa femme commence à aimer le pouvoir. Et sa femme est obligée de prendre une décision très difficile. Parce que l'homme avait fait beaucoup trop de mauvaises choses pour avoir le pouvoir. Donc soit c'était la mort, soit c'était la prison à vie. Mais il a mis sa femme en se disant que sa femme va lui donner l'amnistie. Mais sauf que sa femme va être contrainte. Peut-être que la femme a un bon cœur, peut-être elle voit que... Non, c'est pas que la femme a un bon cœur. Le pouvoir, il n'y a pas le bon cœur sur ça. Ce n'est pas les histoires, c'est pas l'émotion. C'est pas l'émotion qui gouverne le pays. D'ailleurs, même que dans la série, là, on va se servir de l'émotion pour chasser un président du pouvoir. Il y a le président qu'il va même remplacer. Comment il fait pour chasser le président? Parce que le président se confie à lui.
C'est même pas que le président se confie à lui, c'est qu'il fait tout pour que le président fasse quelque chose. Donc c'est de la manipulation, non? Les négociations, la manipulation, il y a beaucoup trop de trucs dans Donc c'est ça la particularité. En tout cas, vous aurez le temps de découvrir tout ça. Ça parle du pouvoir. Bon, on parle donc des instruments de mise en œuvre du développement. Des instruments de mise en œuvre du développement. Les instruments mobilisés par le droit international. Hein. Les instruments mobilisés par le droit international pour le développement. Quels sont donc ces instruments-là? Il faut dire que les outils sont observés d'abord à l'échelle mondiale. D'accord? Les outils de mise en œuvre du développement sont observés à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, l'on a d'abord pensé à ce qu'on appelait le nouvel ordre économique. D'accord? Nouvel ordre économique. Le nouvel ordre économique. Pourquoi le nouvel ordre économique? Parce qu'on s'est rendu compte que tel que l'économie fonctionnait, c'était très défavorable aux États sous-développés. Il y avait très peu de chances pour les États sous-développés de pouvoir un jour accéder au développement, comme on peut l'observer en Occident. Donc, eux, ils vont se dire qu'il faut changer les choses. D'accord? Ils se disent que vous êtes très développés déjà, vous avez la technologie, vous avez l'industrie, et vous avez les gros opérateurs. Nous n'avons rien de ça, mais nous avons les ressources naturelles. Il faudrait qu'on revoie, et il y a un déséquilibre entre vous et nous sur le plan le fait que vous possédez tout ça, c'est-à-dire l'argent, la technologie, l'industrie, ça fait en sorte que nous, malgré notre indépendance, on se sent toujours comme étant dépendant à vous. Ce qui fait qu'on voudrait changer la donne. C'est donc à ce moment-là que le nouvel ordre économique mondial va donc consister à promouvoir le transfert des technologies, à promouvoir le transfert des technologies et aussi les assistances au développement avec la politique d'aide au développement qu'on peut voir dans beaucoup de pays en Afrique, ici et même en Amérique latine. Mais il va se poser quand même un problème parce que malgré tout, ça reste l'économie. Et vous savez que la règle élémentaire de l'économie, c'est l'offre et la demande. C'est l'économie de marché, n'est-ce pas? Et il va donc se poser un problème, c'est que tel que les États sous-développés sont en train de revendiquer, il veut qu'on change de système, qu'on quitte du système capitaliste, parce que c'est ça le système qui domine. Qu'on quitte du système capitaliste ou de l'économie libérale pour entrer dans le communisme, pour entrer dans l'économie sociale, où il y a une sorte d'égalité absolue entre les opérateurs sur la scène internationale, ce qui sera carrément impossible. Ce qui est carrément impossible. Donc, malgré les revendications, le système va demeurer celui de l'économie capitaliste, le système libéral, où c'est le marché qui détermine l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que finalement, on va devoir se retourner vers des organismes internationaux pour essayer de réguler, d'accord, les échanges commerciaux, les échanges économiques entre les États sous-développés et les États développés en vue de parvenir à leur développement. C'est pour ça qu'il y aura donc des mesures institutionnelles. Il y aura des institutions qui vont être créées, comme par exemple la Banque mondiale, qui apporte un appui considérable au développement des États en voie de développement. Il y aura des institutions comme la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le programme des Nations Unies même pour le développement. Mais il faut quand même dire que la plupart de ces institutions-là appartiennent pratiquement toutes au système des Nations Unies.
Hein? On a la CNUSED, on a le PNUD, on a l'OMS, on a l'Organisation internationale du travail, ainsi de suite. Mais dans le domaine financier, c'est surtout la Banque mondiale qui apporte un appui considérable aux États sous-développés avec leur politique de transparence, leur politique de bonne gouvernance économique et surtout leur capacité à mobiliser des fonds. D'accord? Leur capacité à mobiliser des fonds pour soutenir le développement dans les pays nécessiteux. Il faut savoir que quand on parle de la Banque mondiale, il s'agit en fait, c'est vrai, on parle du groupe de la Banque mondiale. Vous le savez, non? La Banque mondiale, c'est pas une seule institution, c'est 5 institutions. Même comment on appelle ça? Le CIRDI, par exemple, c'est une institution de la Banque mondiale. Quoi, c'est le CIRDI? Le CIRDI, c'est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. En matière d'investissement, c'est le centre d'arbitrage par excellence sur le plan mondial. À côté, maintenant, il y a l'OADA qui est né, mais l'OADA, c'est beaucoup plus dans le domaine commercial. Je pense que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le siège de l'OADA, non? Ou de la CCJA. Non, c'est la CCJA qui est en Côte d'Ivoire. L'OADA, nous l'avons ici au Cameroun, si je ne me trompe pas. Et il y a également cette agence de garantie des investissements. L'agence multinationale de garantie des investissements, c'est également une agence de la Banque mondiale. Oui. Est-ce que vous pensez que ces pays en voie de développement, un peu comme l'Afrique, nous sommes sous-développés, est-ce que nous pouvons rejoindre les Occidentaux qui sont déjà développés? Est-ce qu'il y aura quand même une réciprocité entre ces États? Retrouver les Occidentaux, moi je pense pas, parce que les Occidentaux ne sont pas sur place. Eux aussi ils avancent pendant que vous avancez. Donc pour les retrouver, il faudrait qu'ils restent sur place à vous attendre. Ce qui est carrément difficile à croire. Néanmoins, on peut quand même satisfaire les besoins existentiels, primaires, qu'un État devrait pouvoir offrir à sa population, à son peuple. Moi, je pense que l'idée, c'est pas de retrouver les autres, l'idée, c'est de se définir soi-même. Oui, la Chine, par exemple, ils se sont concentrés sur eux et aujourd'hui, ils sont comparés à d'autres. Il y a des besoins primaires qu'on ne devrait plus ressentir dans un pays sérieux, le développement, comme par exemple les détournements de fonds, comme par exemple la spoliation des biens publics, comme la corruption. Si au moins ces 3 fléaux-ci étaient abolis, ou si on ne vivait plus ça, ça veut dire que l'économie, l'argent devait être réellement injecté dans le développement. Ça allait permettre de créer un système de sécurité sociale qui permet à chaque population de ne pas mourir parce qu'il n'y a pas d'argent pour se soigner, par exemple. Ou de ne pas dormir affamé parce qu'il a manqué à manger. Parce qu'en Europe, ils ont compris ça, qu'il y a des besoins primaires que tout individu devrait avoir, comme la santé, comme l'éducation, comme la nutrition. Ces choses-ci sont des choses élémentaires, c'est basique. L'éducation n'est pas gratuite, mais c'est accessible. Non, pour la santé, c'est difficile, mais ce n'est pas gratuit, mais c'est accessible. D'accord? À la fois, vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez manqué quelqu'un pour ça, parce que vous avez manqué,
On parle le temps, vous dites de sortir parce qu'on n'a pas d'argent. Vous comprenez? En France, c'est pas ça, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Au Canada, c'est pareil. Si vous êtes malade, vous partez au hôpital, on vous soigne. Par contre, le problème que vous pouvez avoir, c'est l'indisponibilité du médecin, notamment en France. Mais pour ce qui est des hôpitaux, des urgences et tout ça, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. On vous exige d'aller payer ci, d'aller payer ça, d'aller payer ça. Avant de venir pour qu'on vous écoute. C'est ça l'avantage chez eux. Hein. De vivre dans un pays où le système social est quand même favorable à ce qu'on appelle la dignité humaine. Ici, chez nous, quand vous allez à l'hôpital, même si vous avez quel mal, même si c'est le pied qui s'est cassé, on dit, mon frère, bats-toi. Va d'abord payer là-bas. Dès que tu payes, on te dit qu'il faut que tu ailles même au cachet là-bas. Tout ça, tu viens encore t'asseoir. Tu attends. Si tu es arrivé le 50e, tu attends. Mais contrairement à ce que les gens pensent, ici, on ne patiente pas beaucoup quand on part à l'hôpital. Hein. Déjà en Afrique. Parce qu'en Europe, il faut prendre du rendez-vous. Hein. Un rendez-vous qui peut faire 3 mois. Hein. Et 3 mois à l'avance. Tu peux mourir maintenant. Mais c'est juste que les gens ne savent pas. Il y a mon ami qui est médecin, qui est actuellement en train de faire une formation spécialisée là-bas. Il te dit que c'est comme ça. Que quand tu veux rencontrer un médecin spécialiste, tu prends le rendez-vous longtemps à l'avance. Il n'y a pas que tu vas sortir de toi, tu pars à l'hôpital pour rencontrer le médecin. Donc, sur ce point, nous pouvons dire que l'Afrique est un peu développée parce que, et au Bénin, par exemple, il y a des soins qui sont gratuits. Il y a l'éducation qui est gratuite, ou disons quasi gratuite. Et même pour les femmes, c'est gratuit dans les écoles publiques. Waouh, c'est bien. Hein? Oui, dans toutes les écoles, même à l'université. À l'université, c'est aussi gratuit. C'est gratuit. Ça alors. Les soins gratuits. Les soins, il y a une catégorie de soins qui est gratuite. Donc, de la maternelle à l'université, c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, nous, on n'a pas ça, mais nous, on a des hôpitaux où si tu es malade et que tu es en tenue, la consultation est gratuite et les examens aussi. C'est peut-être au niveau du traitement parce qu'il y a des pharmacies dans ces centres-là qu'il faut payer. Mais si tu es en tenue, on te priorise. En tenue de classe? Oui. Ok. On te priorise par rapport à ceux qui étaient là avant toi et on te prend en charge. Mais ce n'est pas tous les hôpitaux, il y a 2 hôpitaux seulement. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. La Côte d'Ivoire est comme le Cameroun un peu, d'après ce qu'on dit. En Côte d'Ivoire, j'ai plus les assurances. Les assurances, par exemple, moi, maman était professeur. Donc, le professeur a une assurance qui prend 100% de tout ce qui est frais d'examen, frais de consultation de leur enfant jusqu'à 18 ans. Waouh. Les frais d'assurance, c'est pas un peu, hein. Plus les assurances. Bon, c'est vrai que, bon, en tout cas, le Bénin, là, vous êtes bien. Hein? Au Sénégal, c'est pareil aussi. Peut-être on va aller vivre au Bénin. Hein? On leur donne encore de l'argent? Oui. Ça alors, donc tu as pu cette dépenses souvent? Ça, c'est pour favoriser l'accès à l'éducation. Ouais. Elles abandonnent les cas. Ça alors. On arrive, on peut aller au marché. Au marché vendre? Oui. Et en mariage? Aller au mariage, voilà. Oh là là. Si ça arrive ici au Cameroun, les gens font beaucoup l'école. Ouais, au Cameroun, et les femmes aussi font beaucoup l'école. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de chiffres. Mais sinon, mais je pense que au Bénin, l'idée est très bonne. C'est une très belle politique. De rendre ces choses-là vraiment gratuites. C'est très bien. Si la santé, l'éducation, c'est déjà un bon début. Mais il faudrait juste motiver les femmes à aller à l'école. Vous savez, c'est
c'est une mentalité qui est partout. Hein. L'école, au départ, on n'aime pas l'école. Hein. Au tout début, on n'aime pas l'école. C'est l'éducation. Et ça doit venir de 2 personnes, c'est-à-dire les parents et les enseignants. Et peut-être aussi la communauté. C'est ce qui peut encourager les jeunes à aller. Je me souviens quand j'étais tout petit, moi je voulais pas aller à l'école. C'est ma grand-mère qui était derrière moi avec la chicotte. Hein, que tu vas aller à l'école. Hein? J'étais en train de courir, elle qui n'arrivait même plus à bien marcher, était derrière moi. Vous imaginez une grand-mère en train de poursuivre un enfant qui déborde d'énergie. C'était drôle. Quand je repense à ça, je dis, j'en ris. Mais elle m'a dit, tu vas aller à l'école. Donc, au début, quand l'enfant part à l'école, c'est un jeu. Il sait qu'il va aller rencontrer tes amis, ils vont bavarder, ils vont rigoler. Après, il va rentrer. Peut-être le lendemain, il n'aura même plus envie d'aller. Donc, c'est le parent de tout le temps que tu vas aller. Mais maintenant, quand un enfant arrive au secondaire ou en fac, je pense qu'à ce moment-là, c'est sa personnalité qui détermine la suite. Le parent ne peut plus rien. S'il ne veut pas à l'école, ça va être difficile. Et tout dépend du milieu dans lequel il grandit. S'il grandit dans un milieu où les gens ne partent pas à l'école, lui aussi, il ne va pas partir à l'école. Il ne sera pas motivé. Pourtant, quand vous venez à un endroit où tous les enfants partent à l'école le matin, ils rentrent le soir, vous allez aussi vouloir aller à l'école. Quand vous entendez que tel a réussi son examen, vous aussi vous aurez envie de réussir à votre examen. C'est pour ça qu'on dit que la communauté est très importante dans l'éducation en Afrique. C'est pas comme chez eux là où chacun est. Chez eux, c'est l'individualisme. Hein. Chacun se bat. D'ailleurs, que quand vous avez 18 ans, vous sortez de la maison, hein, vous allez vous battre. C'est comme ça. Mais en Afrique, c'est encore la communauté. Et c'est une autre particularité des droits de l'homme. C'est qu'en Afrique, c'est le communautarisme. C'est pas l'individualisme. Et on pouvait utiliser cette communautarisme à bon escient. Là, ça va permettre de faciliter le développement. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est la communauté. Si au Bénin, il y a par exemple des zones où les gens, même ici au Cameroun, il y a ce problème. Hein. Là, il y a des zones où les gens ne veulent pas aller à l'école, comme le Nord. Le Grand Nord. Donc, là-bas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ONG installées là-bas pour sensibiliser tout ça. Mais sinon, il faudrait communautariser cette politique et faire en sorte que dans tel village, ou dans tel autre village, ou dans telle ville, ou dans tel quartier, que tous les enfants puissent aller à l'école en même temps. Tout le monde en même temps. Ça dépend aussi de l'éducation des parents. Et les parents, surtout les mamans qui disent alors que en fait, ta fin c'est le mariage. Donc que tu es à l'école ou pas, Ouais. tu dois te marier en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de communauté. Que si c'est qu'il n'y a pas des gens qui vous encouragent, qui vous motivent, où vous allez... Une motivation. C'est une motivation. D'aller en mariage. C'est la motivation. C'est ça même chez nous. Les parents, on te dit non, l'école ça ne compte pas, de toutes les façons, c'est le mariage qui compte. Que tu ailles à l'école ou pas. Le but de la femme, c'est ça. La finalité, c'est que tu rends mariage et peut-être que est-ce que tu vas te marier encore. C'est une réalité, il faut en parler. Et des femmes beaucoup plus belles qu'on voit déambuler dans les rues qui ne sont pas mariées, ce sont peut-être des femmes qui se marient aussi. Donc même si tu es la femme la plus cuisinante, ce ne sont pas des féministes. Moi, je connais une femme à Brazzaville, elle cuisine très bien, c'est le genre de femme, quand tu la vois là vraiment, c'est une femme que tu veux mettre à la maison, mais jusqu'à son âge, là, je ne peux pas perdre son âge, elle n'est toujours pas mariée. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées. Moi, ma soeur qui est dure de caractère a trouvé un foyer. Peut-être parce que c'est aussi un choix. Elle a choisi de ne peut-être pas se marier. Ah, mais c'est un choix. Oui, mais le mariage, c'est pas une obligation, non? Tout comme, mais aller à l'école, c'est un devoir, il faut aller à l'école. Vous êtes libre de vous marier, de vivre votre célibat. Hein? Mais si vous avez décidé de vous marier, mariez-vous. Et aussi,
Aussi, l'autre avantage, c'est que vous pouvez même être marié à un homme qui veut vous envoyer à l'école. Oh, chez nous, Hmm? Mais ici, Un homme comme ça, là, vraiment, tu n'iras pas à l'école. tu n'iras pas à l'école, il va te dire le bébé, c'est déjà c'est bon, tu veux montrer quoi? Vous savez, les gars, les gars de chasse de la salle. ici, là, chez nous, il y a beaucoup d'hommes qui payent l'école aux femmes. Hein. Waouh. Oui, c'est J'ai vu ça. Chez les parlementaires ou les femmes mariées, ils ont même laissé leur mari pour venir. Et jusqu'ici, à l'école, moi je trouve que c'est bien, c'est encourageant. Mais chez nous, c'est pour aujourd'hui. il y a le bébé, s'il va te faire ça. Vous avez déjà signé. Ah, c'est pour aujourd'hui. Bien, j'ai essayé. De toute façon, le mariage, On n'a l'école, pas- on va ensemble. Pourquoi pas? Il va te C'est dire comme que c'est comme ça croire On n'a pas fait ça. tu es intellectuel, tu es Ah, intellectuel. Donc, vous allez soutenir comme ça. C'est toujours mieux que tu termines d'abord tes études, des projets avant d'aller t'engager dans le mariage. Ce sont des théories vraiment qui n'ont pas de fondement. Qui n'ont pas de fondement. Mariez-vous, Donc, vous serez heureuse. Tu as le foyer, tu as l'école. Ouais, c'est- Donc, tu suis deux livres en même temps. Tu vas forcément abandonner. Hein, tu te concentrer sur Non, toi, si- c'est l'école, si vous êtes une tu dois te femme- focaliser, et pas vraiment le mariage. La stabilité d'une femme, c'est le mariage. Pourquoi pas la stabilité d'un homme? On se marie avec les chiens. On se marie avec les cailloux aujourd'hui, avec l'argent. Quand Le vous mariage- parlez de 50 dans le mariage, là, si la femme ne travaille pas, comment Franchement. elle va pouvoir se sacrifier? Donc, moi, je crois pas en ça. Le mariage n'est pas un obstacle à son développement personnel. Il suffit d'être bien organisé, c'est tout, et d'avoir un compagnon compréhensif. Mais ils ne sont pas tous compréhensifs, monsieur. C'est ça le problème. On ne peut pas tous tomber sur des compagnons compréhensifs. Oui, mais est-ce que vous-même vous êtes compréhensif? Ah, oui. Il faudrait que ce soit réciproque. S'il n'est pas compréhensif, c'est que ce n'est pas le bon compagnon. C'est qu'il faut chercher l'autre. Ah, monsieur, il peut pas rester célibataire, il aura toujours besoin d'une femme. Donc, si pour toi, c'est pas le bon compagnon, peut-être pour une autre. Oui, ce sera c'est le bon pour, compagnon. oui, c'est pour ça que je dis, si vous ne vous